Salut et bienvenue dans Culte cette semaine. C'est une invitation au voyage. Un voyage dans le temps d'abord avec cette plongée dans la mine. Les premiers clichés photographiques des mineurs sont au Colisée de Lens. À Calais, on pousse les portes d'un atelier d'une artiste hyper réaliste, Agathe Verschaffel. Elle aime les bombes de peinture. Côté bouquin, on s'embarque pour les États-Unis, un road movie en Cadillac avec l'auteur de Blue Eldorado. À Lille, le photographe allemand Helmut Newton et sa moitié se partagent les murs de la maison de la photographie. L'exposition serait plutôt thématisée sur le couple Alice Springs et Helmut Newton. C'est ça en fait l'entrée de cette exposition, puisque c'est un couple photographe et actrice devenue photographe, qui sont, ce couple, ils sont hommes-femmes très complémentaires, très différents. Et ça se ressent dans leur parcours, dans leurs photos. C'est ça qui est peut-être le plus pointé dans cette exposition. C'est vrai qu'il a une personnalité singulière, originale, particulière. Alors on peut dire qu'il est né en Allemagne, il a subi des persécutions nazies, il a dû s'exiler en Australie, en France. Enfin bon, il a déjà une enfance un peu spéciale, on va dire. Peut-être cette ambiance guerre, le rapport aux femmes devait peut-être être un peu compliqué et c'est peut-être ces névroses personnelles de l'enfance, il joue un peu avec, c'est ça qui est intéressant chez Newton, c'est qu'il ne les subit pas, on sent qu'il ne subit pas sa personnalité, il joue avec. Cette femme, ce modèle nu, m'impressionne dans le sens photographique mais psychologique ou voilà, elle m'impressionne donc c'est mon modèle, c'est avec elle que je vais être en relation. Il y a quelque chose qui est grisant, qui est peut-être érotique, il y a une intimité qui doit se créer, puis en même temps je pense que le modèle est également impressionné autant par le photographe et les deux le sachant, ce jeu-là crée quelque chose de vraiment particulier. Photo encore, mais cette fois on fait dans l'expressionnisme et le naturalisme. Les premiers documents photographiques qui retracent la vie des mineurs sont à voir au Colisée de Lens. Rien ne prédestinait Joseph Quentin à devenir photographe. Ornithologue, taxidermiste, cet autodidacte a fini par devenir en 1898 le photographe officiel des sociétés des mines. Le travail des mineurs en fait l'un des précurseurs en termes de prise de vue au fond des galeries. Un travail qui impressionne les visiteurs. Je trouve que c'est une superbe exposition, on voit le dur labeur du métier de mineur quand même, surtout quand ils sont au fond de la mine, quand ils sont en train de manger, et surtout après au niveau quand ils rentrent chez eux avec la famille et tout, c'est jamais facile. C'est impressionnant de voir que la plupart des gens de notre famille travaillent là. En tout, ce sont 50 clichés que le Colisée de Lens présente dans cette exposition. Des prises de vue représentant le travail des mineurs, mais aussi la vie sociale de l'époque, la vie des cités minières. Cet Arageois a laissé derrière lui des milliers de clichés que la ville de Lens, les archives municipales et le centre historique minier ont décidé de mettre en valeur. Il avait une renommée en tant que photographe. Il a exposé à l'exposition universelle en 1900 au stand de la Société des mines de Lens. Et puis donc il a travaillé pour les sociétés minières, mais aussi pour la préfecture. Oui, vraiment quelqu'un de connu pour son époque. Oui. Parfois des photos très esthétiques des mineurs où saleté et pénibilité n'apparaissent pas forcément. Des reportages de commandes qui permettent toutefois d'en savoir plus sur le fond des mines, à découvrir jusqu'au 31 décembre. Agathe Verschaffel aime peindre les univers portuaires, mais cette fois c'est un objet minuscule qui retient son attention et celle de son réflexe, les têtes de bombes de peinture des graffeurs, une expo tout en couleur pour ses prises de tête artistiques. L'hyperréalisme, c'est le style d'Agathe Verschaffel. Cette jeune trentenaire qui a sa petite galerie à Calais réussit aujourd'hui à vivre de sa peinture et à trouver son sujet de prédilection au fil du temps. Ses sources d'inspiration, ce sont les paysages portuaires et industriels qu'elle photographie pour ensuite recentrer le cliché sur un seul élément qu'elle reproduira sur une toile vierge. Je fais une photo et après je la recadre au format de la toile et c'est souvent
une partie du sujet, on ne voit jamais le sujet en entier. Par exemple, on va rarement voir une grue en entière sur une toile, ou un bateau en entier, ou une usine. C'est toujours une partie du sujet. Pour sa nouvelle exposition qui a débuté la semaine dernière dans l'ancienne boutique Noyon à Calais, Agathe a changé de sujet. Elle a photographié en macro les bouchons des bombes de Graff qu'elle a ensuite agrandis. Le résultat peint est bluffant. On oublie que la toile nous montre un petit poussoir rempli de peinture et on y voit toutes sortes de choses. Les gens ont du mal aussi à comprendre ce que c'est. On peut voir presque une œuvre abstraite, donc quand on ne sait pas ce que c'est le sujet, donc les gens se demandent ce que c'est, se posent plein de questions. Ils voient des pots de fleurs, ils voient des personnages, ils voient des chariots à dentelle. On m'a dit des empreintes dentaires, on m'a dit vraiment plein de choses. Mais pourtant, c'est quelque chose de vraiment très réel. Les 100 toiles sont à découvrir jusqu'au 5 janvier à Calais. Et pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur cette peintre de la région, il y a son site internet. Agathe Verschaffel poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin. Certaines de ses œuvres ont déjà été exposées au Grand Palais à Paris et d'autres le sont en ce moment à Miami. La Calaisienne a de quoi vous séduire. Deux gamins un peu perdus fuient New York pour la Californie. Un énigmatique et inquiétant chanteur les embarque dans sa Cadillac, un voyage d'est en ouest à leur faire perdre le nord. Alors c'est l'histoire de deux personnages qui traversent les États-Unis, mais dans des conditions un peu particulières, parce qu'en fait, au départ, ils ont un peu une saturation du monde dans lequel ils vivent, qui est New York, et ils veulent retrouver une raison de vivre, une motivation, rattraper leurs rêves un peu. Et en rattrapant leurs rêves, eh bien, ils vont aussi découvrir la réalité de la vie. Et puis c'est aussi donc un petit peu un voyage initiatique. Quand on lit le livre, c'est effectivement un voyage, mais c'est en même temps une sorte de thriller qui ne dit pas vraiment son nom, puisqu'il y a quand même une énigme, un suspense qui est de type policier, ou une intrigue en tout cas. Alors cette belle voiture, c'est une Cadillac Eldorado, donc le nom est double, puisque c'est à la fois le nom de la voiture, une voiture des années 50, donc encore une fois la période mythique des États-Unis, et c'est celle que conduit donc le troisième personnage, le personnage plus âgé. Et c'est un petit peu une espèce de bulle dans laquelle on remonte le temps, en fait. Donc c'est une traversée des États-Unis avec tous les paysages américains que j'ai essayé de montrer dans leur originalité et leur singularité. Et en même temps, à l'intérieur, il y a une espèce de retour dans le temps à travers cette voiture qui devient justement une voiture dans laquelle on voyage dans le temps parce qu'on est en 2013 aux États-Unis et la voiture date de 1959 avec toutes les caractéristiques des voitures de cette époque-là. Et je trouvais que c'était peut-être bien de reprendre un peu les codes, mais de les mettre au goût du jour en 2013 et de voir un peu ce qu'il en reste, ce qui reste du rêve américain et ce qu'on peut encore en tirer comme leçon ou comme moteur, parlant de voiture, comme moteur pour justement sa propre vie et essayer d'épuiser justement l'espoir qu'on a un petit peu perdu de vue depuis. J'essaye de créer ou de recréer un petit peu l'atmosphère à la fois de révolte, puisqu'on était dans une période où sévissait la guerre du Vietnam, donc c'était la révolte, hein, c'était pas que le prestige et la richesse et l'ère d'abondance, mais c'est aussi une musique qui véhicule énormément d'espoir, qui est un peu à contrario de celle qu'on connaît actuellement, où justement on est dans une musique plus introvertie, qui réfléchit sur la décadence, la crise, etc. Et là c'est le contraire, c'est une musique qui essentiellement redonne de l'espoir. 30 ans que le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq abrite une donation d'art contemporain. Une nouvelle exposition temporaire remonte le cours du temps aux sources du cubisme. Vous pensez visiter un musée d'art moderne qui fête ses 30 ans. Et voilà que vous vous retrouvez chez des marchands de tableaux. Le parti pris de l'exposition anniversaire est de vous emmener au début de l'art moderne, quand Picasso, Braque, Fernand Léger n'étaient rien pour le grand public, mais déjà repérés par des amateurs de nouveautés. Daniel Henry, Kahnweiler est de cela, et sa galerie va révéler le cubisme. L'art se perpétue en tuant les anciens, les killers ont fait exploser les formes et ouvert de nombreuses voies. Ce qu'ils ont inventé, en tout cas c'était la lecture de Kahnweiler, c'était la peinture comme un langage.
mais vraiment comme une écriture. C'est-à-dire qu'on représente quelque chose, il y a toujours un objet, mais on peut prendre sa distance avec la réalité et on peut n'utiliser que quelques signes, par exemple 3 cordes de guitare ou un manche ou quelque chose pour évoquer l'objet. On n'a plus besoin de le représenter de façon mimétique. Et cette idée de la peinture comme un langage, on la retrouve après dans toute la peinture abstraite finalement. Picasso, Léger, Masson déclinent et interprètent les mêmes thèmes, des natures mortes ou des corridas. Puis au fil du temps et des aléas historiques, des guerres, les galeries changent de nom, les artistes essayent de nouvelles choses. Le voyage est artistique et historique et il s'arrête après la Seconde Guerre mondiale. Un deuxième accrochage d'œuvres prend le relais, celui d'artistes nordistes qui se sont fait connaître après 1945. Léger, Dodaigne, Van Eyck, Buffet, chacun son style propre et une question commune. Le thème principal était la figure humaine, ce qui a correspondu aussi à un débat après la Seconde Guerre mondiale, qui était un débat assez vif en France sur est-ce qu'on peut peindre un être humain de la même façon, avec la même innocence qu'avant la guerre, avant les camps d'extermination, la Shoah. La Seconde Guerre mondiale a été très importante, a laissé des marques très dures et très profondes dans cette région. Et ils se sont retrouvés à travers ces 5 artistes sur ces problématiques. Avec ces 2 expositions, le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq opère un véritable retour aux sources de ses collections. On peut être en vacances et pourtant aller au charbon. Au centre historique minier de Leeuwarden, ce sont les derniers jours de l'exposition Tous en grève. Une exposition où on peut lever le poing si on veut, mais surtout revenir sur la grande grève des mineurs de 1963. Une grève qui a secoué pendant plus d'1 mois le bassin minier. Une grève dure qui a fait tache d'huile et qui s'est achevée sans grande victoire. Un dernier grand mouvement social et solidaire du bassin minier avant la fermeture des puits.